everybody for coming. A lot of you guys just got the call a couple of days ago, and I know y'all had to drop a lot of things to come. And this wouldn't be anything without everybody here. And y'all are all here because y'all are special to Jay. Therefore, you're special to me. Anybody he loves, I love. This is nothing compared to what you've done. And not only me, but everybody here. You taught me so many things. I was 20 years old when we first started dating. You taught me how to be a woman. You taught me how to live. You taught me how to be a friend. You've given me so much in life. And this is not enough. It's not enough I can give you. I just want you to be happy. And every year, I'm even more in love with you. And I want to spend every day of my life with you. Happy birthday. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Et aujourd'hui, un sujet qui, je trouve, qui est assez délicat. Délicat un peu par rapport à ce que je vais aborder, qui... Je sais que ça peut amener des problèmes dans ma chaîne. Je sais que ça peut me fermer énormément de portes, mais je préfère faire ce que mon âme et mon cœur ont envie de le faire. Je préfère être un gars qui fait ce que son âme et son cœur a envie de faire que de faire plutôt que de taire ça. C'est pour ça que j'ai créé même cette page, pour enfin pouvoir exprimer tout ce que j'ai toujours eu en tête par rapport à certaines situations, surtout par rapport à mes centres d'intérêt, certains personnages un peu autres. Parce que souvent certains gens sont surpris là. Je connais même certains, je me dis mais toi tu étais, non, j'ai jamais été gaga de certains personnages que vous voyez là souvent. Et force est de constater un peu que quand j'observe un peu le comportement dans tout ce qui est, parce que 2024 franchement c'est une année, c'est vraiment une année de révélation pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est l'année où on a révélé un peu les choses sur Didi. Mais des choses un peu que quelque part quand j'avais fait un peu j'avais pas abordé sa vie privée, mais quand j'avais fait un peu le sujet que vous voyez ici là qui apparaît là, j'avais déjà évoqué un peu ce que je n'aimais pas chez le personnage. Quelques heures après, on s'est rendu compte un peu que la tendance est allée dans mon sens. On va continuer maintenant avec son ami qui est là. Son ami qui est là, qui est un personnage encore plus ambigu encore que Brother Love. Beaucoup plus ambigu, beaucoup plus truc. Parce que les gens souvent me disent, ouais, vous aimez parler des noirs au lieu de parler des blancs comme ça. Non, il y en a marre de vos conneries là. C'est pas parce que ce sont des noirs et c'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère, hein, et que forcément je dois te suivre. Non. Si tu ne représentes pas la valeur des délires que je représente, je te classe exactement comme le blanc qui se comporte comme toi. Et je force de constater que Wannabe Basquiat, et ça je le dis vraiment sans ironie, il y a chez lui une appétence pour les jeunes filles dont on n'a jamais truqué. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, parce que s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, il y a longtemps qu'il aurait eu le même traitement que Drake a eu. Parce que Drake, vous le voyez maintenant avec les appétences qu'il a un peu avec les jeunes filles, les trucs et tout, c'est même creepy. Wannabe Basquiat, c'est pas différent. C'est pas différent. Quand tu regardes son curriculum vitae amoureux, je l'ai déjà répété plusieurs fois, Foxy Brown, à l'âge qu'il a eu, regardez l'âge qu'elle avait, regardez le truc. Rosario Dawson, l'âge qu'elle avait,
trucs. Même Beyoncé, c'est pour ça que je fais même l'introduction avec cette vidéo d'introduction un peu que je vous ai mise là, qui est une vidéo qui résume parfaitement un peu, c'est vraiment comme ils appellent là, du grooming, comme j'avais fait un sujet sur le grooming là. J'avais déjà en parlé un peu dans l'industrie, un peu de ce truc là. J'avais fait un sujet comme ça il y a même pas un mois hein, et tout. Et là, c'était la même chose. Enfin, moi-même, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est regardez même, si vous voyez même un peu, regardez même Beyoncé maintenant. Comparez la Beyoncé du début, quand elle était managée par son père, l'image qu'elle avait, et maintenant, l'image qu'elle a depuis qu'elle est sous la houlette de Wannabe Basquiat, parce que je vous ai toujours dit, Beyoncé n'a pas vraiment une forte personnalité. Beyoncé n'a pas vraiment personnalité de femme indépendante et autres. Et tout, c'est une femme très fragile qui est très facilement manipulable. Et disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités, j'ai toujours dit que c'est Wannabe Basquiat qui gère sa carrière. C'est Wannabe Basquiat qui lui a donné le courage de pouvoir faire une carrière solo. Et tu vois maintenant l'image que elle a. C'est une image un peu trash, un peu. Presque oh. Et moi, je dois vous avouer que ça me fait pas trop plaisir de voir Beyoncé avoir cette image-là. Alors, on me dit, mais Rihanna, elle a cette image-là, pourquoi ça te dérange pas? Non, Rihanna, elle a toujours été authentique comme ça. Rihanna, elle est venue en étant authentique. Elle n'a pas triché, elle n'est pas venue en vous disant, et tout. Rihanna, elle vend une certaine forme d'authenticité. C'est ça même sa marque. C'est ça sa marque. Les Beyoncé et autres et tout, elle avait une certaine classe, un certain truc et tout. Et là maintenant, c'est très raw, c'est très trash, c'est très très bizarre. Et j'ai envie de dire souvent que Wannabe Basquiat a un peu pimpé un peu cette fille-là d'une certaine manière un peu. Et le résultat est là. Donc, pour continuer encore le CV encore amoureux de truc, on a entendu les rumeurs avec Rihanna qui n'étaient pas que des rumeurs. Quand on sait même un peu l'histoire, un peu de comment Rihanna a été signée à Def Jam à cette époque-là, c'est un peu bizarre. Autre fait d'ailleurs, comment ça se fait que Rihanna et Beyoncé n'ont jamais eu un morceau ensemble? Si c'était vraiment une rumeur. Beyoncé a travaillé avec tout le monde, toute l'industrie. Dès que tu avais un peu le buzz, elle travaillait avec toi. Comment ça se fait qu'elle n'a jamais fait un featuring avec Rihanna? Jamais. Elle a fait un featuring avec tout le monde. Gaga, Dalali, nanana. Mais Rihanna, qui est en plus l'artiste phare du label dans lequel ton mari est président à l'époque, Def Jam, et elle ne fait pas de featuring avec elle. Je dis ça, je dis rien. Les rumeurs avec Rita Ora et tout. Bref, des choses qui paraissent vraiment du loin. Je veux pas dire que j'ai des informations ou quelque chose comme ça, mais quand tu analyses de loin un peu entre les interviews, certains gens qu'on écoute parler un peu, qui étaient dans l'industrie et qui ne sont un peu exclus de l'industrie, on va me dire, ah, c'est peut-être des rageux qui n'arrivent plus à manger, mais j'écoute quand même. Certains trucs, il y a des choses pas jolies sur le gars, sur ce plan-là. Et ça me permet même pas seulement de parler de lui, ça me permet de parler de l'industrie tout à coup. Parce que sur la photo là, je n'ai pas mis ces photos par hasard. Je n'ai pas mis ces photos par hasard parce que je ne vais pas parler uniquement de Wannabe Basquiat. Je vais parler aussi de celle qui est à l'extrême droite de cette photo-là. J'avais déjà fait un sujet sur elle. Et en regardant maintenant cette photo-là, j'ai l'impression que son sourire me fait plus peur qu'autre chose. C'est que vous voyez à l'extrême droite, je vous avais fait un sujet sur elle. Elle s'appelle Kidada Jones. Kidada Jones, qui est la fille de Quincy Jones et qui a été une des personnes qui a réussi à revitaliser un peu la marque Tommy Hilfiger un peu, parce que c'est elle qui a permis à ce que la marque Tommy Hilfiger puisse entrer un peu dans la culture urbaine américaine, notamment avec sa relation qu'elle avait avec une de ses meilleures amies, peut-être même sa meilleure amie, Alia, qui était sa meilleure amie et tout. Et la Kidada Jones, là,
avec le recul et avec les trucs, et surtout aussi avec les dernières informations que je lis là, c'est vrai un peu que, avec le recul un peu, et toutes les trucs, j'ai toujours trouvé bizarre que, bon, c'est juste un point de vue, hein. Ça, je vais même pas être dans le grooming, mais comment tu pouvais être avec Tupac et le moment où il meurt, tu commences déjà à faire la fête avec tous les gars dont il était ennemi. Les Brother Love, les trucs. Alors que ces gars-là étaient l'ennemi de ton soi-disant amour, l'amour de ta vie. C'est pour ça que souvent je regarde ces relations entre Tupac et Kid Dada un peu barrées. J'ai pas l'impression que c'était une relation si profonde que ça. J'ai l'impression que Tupac c'était quelqu'un qui avait vu en Kid Dada Jones un peu un moyen d'avoir accès à son père. Et parce que, faut le dire, comme je l'ai déjà dit, Tupac retrouve le cinéma grâce à Quincy Jones. Et tout. Et la Kid Dada là, j'ai l'impression un peu que quand tu regardes un peu son parcours depuis, un peu, elle avait l'impression que c'était un peu, excusez-moi le mot, hein, mais une Ghislaine Maxwell un peu des négros un peu, hein. Pour comprendre un peu pourquoi Ghislaine Maxwell c'était la femme de Jeffrey Epstein et c'était elle un peu qui faisait un peu avec son mari le trafic des jeunes filles. Parce que je vais vous dire, le monde des modèles c'est vraiment un monde de, on va se dire la vérité, le monde des top modèles, de la fashion et autres, tout, c'est de la prostitution pour hommes aisés. C'est que c'est vraiment. Et les trucs de top modèle, les trucs comme ça, c'est de la prostitution pour vieil homme fortuné. Et là, ce qu'on remarque bien avec ces vieils hommes fortunés, c'est qu'ils ont toujours tendance à aimer les femmes très jeunes, très fines et qui renvoient toujours à quelque chose d'enfant. C'est quand tu analyses un peu psychologiquement un peu le truc, c'est des gars qui sont. C'est pour ça que si vous regardez les modèles un peu sur le format européen, c'est toujours des jeunes filles très minces, qui renvoient à vraiment des jeunes enfants. Parce que quand tu vois les gens qui plaisent à par exemple les grands patrons de trucs de modèles et autres, tout, c'est toujours des gens qui ressemblent à des enfants. Donc moi j'ai toujours vu ce truc là comme une sorte de prostitution déguisée pour des hommes aisés. Pour moi c'est ça. C'est un peu ça le truc de modèle. Le vrai truc derrière. Et moi, Ghislaine Maxwell, Kid Dada, j'ai l'impression qu'elle a participé aussi à pimper un peu tous les jeunes filles de l'industrie là pour les hommes, pour avoir accès aussi aux hommes puissants, parce que c'est quelqu'un quand même qui, quand tu regardes son parcours amoureux n'est pas un truc. Elle aime bien les hommes dans certains statuts, hein. Ah oui, elle était avec L.A. Cool J d'abord. Après L.A. Cool J, on a vu Tupac. Après Tupac, on a vu Leonardo DiCaprio. C'est vrai qu'elle aime les hommes d'un certain statut, standing. Et pour avoir souvent accès à ces hommes de certain standing, je me dis aussi, il y a aussi fournir le matos à ces gars. Et c'est quelqu'un que tu vois même dans son histoire, elle a toujours été quelqu'un qui habille même les enfants, par exemple les Nicole Richie là, tous ces filles là. Et Nicole Richie, elles étaient amies d'enfance et autres et tout. Et elle racontait déjà que Kid Dada était celle qui était notre leader, celle qui était notre parraine un peu, c'est elle qui nous habillait, c'est elle qui nous amenait un peu pour qu'on puisse un peu tourner dans l'industrie. Parce que je pense que comme elle a traîné avec son père, elle avait traîné avec aussi sa mère qui s'appelait Peggy Linton et tout. Donc elle comprenait bien ce monde-là. Bien ce monde-là. C'est sa fille, c'est sa sœur qui est un peu intello, mais elle a un côté beaucoup plus social un peu, même si elle est très discrète. Mais c'est une femme qui a eu beaucoup d'influence et qui a encore beaucoup d'influence actuellement, cette femme-là. Et c'est ça qui me fait peur un peu dans son histoire. J'ai l'impression qu'elle était une Ghislaine Maxwell cachée. Et elle fournissait le business.
les fournisseurs, les délits. Elle a eu énormément d'impact sur Alia. J'ai parfois même l'impression que leur histoire ressemblait aussi un peu à du Thelma et Louise. Ça a l'air beaucoup plus d'une amitié, ce que je vois là. C'est-à-dire, vous voyez un peu, regardez un peu la carrière d'Alia avant. Avant, Alia, elle avait le mindset de Hercule. Habillement garçon, habillement truc, blablabla, très humain. Rappelez-vous à un moment donné, Alia qui commençait à avoir une... Si tu regardes bien un peu la partie même du deuxième album et tout, l'image d'Alia était devenue différente. Beaucoup plus dans les trucs de noirceur, mysticisme noir, trucs et tout. Et ben, quand tu réfléchis bien, ça c'est les trucs de Kidada Jones. Parce que Kidada Jones, la spiritualité un peu de la famille Quincy Jones est une spiritualité un peu particulière. Particulière un peu où ils croient des voodoo, des trucs un peu très mystiques. Je ne suis pas en train de faire de l'extrapolation. LL Cool J le dit sur son bouquin. C'est même ça qui a fait fuir LL Cool J. C'est même ça qui a fait que LL Cool J ne soit même plus avec elle, parce qu'il disait que notre spiritualité n'était pas pareille, et que la spiritualité, le truc là, par exemple, il y avait un album de LL Cool J là qui s'appelait 40 Short of Dome là, qu'elle avait pris le CD, elle avait mis, comme vous le voyez un peu sur l'article, elle avait mis ça dans un truc un peu, je sais pas qu'est-ce que, truc mystique. Et après LL Cool J lui a dit pourquoi tu as fait ce genre de truc là, il dit que non, c'était pour t'aider un peu, pour que ça donne un peu l'énergie, pour te donner la force pour ton album et autres et tout. Et LL Cool J a vu ça, il a dit je me suis direct, il a arrêté avec elle et il est parti avec son amour d'enfance là. C'était un truc que moi je me rappelle quand j'ai lu ça, un peu quand j'avais lu le bouquin de LL Cool J un peu et tout, je me dis mais waouh. Et Tupac, j'avais l'impression que c'est un peu ça qu'il voulait faire. Elle voulait faire un peu avec les Tupac et autres, parce que c'est quelqu'un qui... Et c'est un truc là, et pour revenir à mon sujet, Alia, rappelez-vous de l'image noire qu'elle avait, le Dark City, le truc. Moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup sous l'influence de Kidada. Même quand tu vois même les personnes qui sont sur la photo là, la fille blanche là, elle s'appelle Bijou Phillips. C'est toujours des gens aussi qui ont eu... Bijou Phillips, c'est qui? C'est la fille d'un chanteur un peu important, un peu d'un couple là, qui était dans les années 70, que je connais pas vraiment, qui s'appelait John Phillips, qui avait été accusé par une de ses enfants, sa sœur, je ne sais pas comment elle s'appelait, d'abus sexuels, apparemment. C'est après sa mort qu'elle a avoué que non, il a fait des abus sexuels. Il y a apparemment ce genre d'histoire. Et le Bijou Philippe, c'est encore là. On dirait encore vrai. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, un peu dans cette histoire-là. Cette femme-là, elle était mariée avec l'acteur des gars de 70 Show. Là, je vais ressortir son nom, là, j'ai oublié. Qui a été condamné pour les trucs de viol et autres et tout, 30 ans après. Qui a été condamné à 30 ans de prison pour des trucs d'abus sexuels un peu qu'il faisait apparemment chez les femmes et tout. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu le décor qui est planté un peu là-bas. Peut-être je m'exprime mal, peut-être mes idées ne sont pas assez organisées, mais tout ce qu'on voit là dans ce monde-là a l'air d'être pas très joli. Mais pas très joli du tout. Outre mon truc sur Wannabe Basquiat, c'est surtout aussi ce système-là qui dure depuis longtemps et qu'on commence à prendre conscience un peu qu'il a existé. Et ma foi, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est très effrayant ce que je vois là. Moi, quand j'ai commencé à regarder les histoires sur ces personnes-là, j'ai commencé à ouvrir les yeux et en me disant, qu'est-ce que c'est? On parle de magie occulte, on parle de trafic,
pour ça que le personnage de Wannabe Basquiat et tout le clic là, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Maintenant, je me dis que bon, bientôt ça arrive, bientôt sur le truc. Et il y a aussi une histoire, j'ai failli oublier. Qui se rappelle de cette histoire-là de... Comment s'appelle encore là? Cette fille-là, je vais rechercher ça. C'était une jeune fille là. Une femme là qui était une maîtresse de Beyoncé, de Jay-Z, qui avait été... assassinée là. Elle avait été retrouvée morte. Elle avait été retrouvée, voilà, elle s'appelait Kathy White. Elle apparemment qui connaissait beaucoup de choses un peu sur l'histoire, sur le couple Jay-Z Beyoncé, et qui du jour au lendemain, elle est morte. Morte. Je vais vous laisser un peu, comment on appelle ça, la vidéo qui vont me mettre là. Ça c'est une histoire que j'ai tout vu ça pendant de longues années. Et ça m'a toujours fait peur. Il y a même une vidéo de 1h50, un peu sur un gars un peu qui explique ça là. Vous n'allez qu'à le regarder, c'est très passionnant et tout. Et voilà quoi, donc je vais vous laisser le truc et vous allez écouter et je vais revenir après. Part 2. When this editor from Star Magazine found out that Kathy White had suddenly passed away, she was completely shocked and immediately wondered if this was not a coincidence. Sources close to Kathy were able to divulge that Kathy had gone to Jay-Z to let him know that she was considering coming forward and sharing her side of the story and her truth of what has been going on between the two of them. Within days of Jay-Z allegedly learning that his alleged mistress was going to come forward and expose their ongoing affair, on August 28th of 2011, Beyonce and Jay-Z announced that they were pregnant with their first child. And they announced this at the VMAs. On September 1st of 2011, just days after Jay-Z and Beyonce had announced that they were pregnant, Kathy White would no longer be alive. There are conflicting reports on the state in which Kathy White was found on that very tragic day. Some sources say she was found unresponsive in her New York apartment, while other sources say that there was a 911 call that came from Kathy's apartment. And when paramedics arrived, they took Kathy White to the hospital because she was extremely ill and then was later pronounced unalive in the hospital. Kathy White's autopsy and toxicology were never released to the public, but ultimately the manner in which Kathy passed was ruled to have been caused by a brain aneurysm. It was also heavily speculated that Kathy White was pregnant with Jay-Z's child at the time of her passing, but with the autopsy never being released, it's not possible for us to confirm that information. If this woman was pregnant, that just makes everything that much more tragic, but I just was not able to find definitive proof or confirmation of this detail, so I will just leave it at that. With Kathy being such a young and healthy woman, it is very shocking to hear that this was the way that she passed. This editor at Star Magazine, Liz, continued to dig into this situation despite the fact that Kathy had passed away and despite the fact that her boss urged her not to continue looking into the situation. While doing her research, Liz allegedly discovered that Jay-Z, the self-proclaimed king of New York, has many NYPD officials in his back pocket. Liz also allegedly discovered that there was a decent amount of coroners in New York City who were willing to rule a very obvious suspicious passing or unaliving as a natural passing for the right amount of cash. Now, I want to talk about one of the biggest theories that I've seen people speculate about online about this entire situation and why it happened in the way that it happened. And again, this is just speculation. I'm not saying that this is facts.
speculation. Many speculated that Beyonce and Jay-Z used a surrogate to get pregnant with their daughter Blue Ivy. And while of course using a surrogate is most certainly not controversial in the slightest, many were speculating simply from this clip right here that Beyonce was using a fake bump to appear as though she was pregnant. First, there was some speculation about the varying sizes of her baby bump. But ever since her recent interview on Sunday Night HD, there's been a whole new wave of people saying what must have been a fake baby bump visually collapsed as she sat down. I admit, that did look weird, but maybe it was a weird camera angle. Or maybe she wears extra padding to keep her due date a secret. Because of the way that Beyonce's belly folded when she sat down, many believed that there was no way that that was a real baby bump. There was so much speculation about this situation that even Wendy Williams did an experiment with her audience to see if other pregnant women's bellies folded like that when they sat down. Beyonce recently, like last Sunday, appeared on an Australian show. And when she sat down, the baby bump squashed, bent, and crumpled. The reason that I bring this up though is because if Beyonce and Jay-Z were having a baby via a surrogate, it would be a little odd to announce that they were physically with child, unless the House of Carter was trying to cause a massive media PR frenzy to take all of the media attention away from the woman who was just recently alleged in the press to be Jay-Z's mistress, mysteriously passing away. Well, obviously that is just speculation and maybe a little bit of conspiracy, but if it was their intention to take the media attention off of anyone potentially running a story about Jay-Z's mistress passing away, it most certainly worked, because the media and the press were completely zeroed in on Beyonce and Jay-Z's pregnancy from the moment it was announced to the moment that Blue Ivy made her arrival. And at least I know, I personally never even heard about Kathy White until this whole P. Diddy stuff started flipping everything on its head. Go to part 3. Et c'est pour ça que moi, je regarde les trucs, même la grossesse de Beyoncé, là. Est-ce qu'elle était vraie? Est-ce qu'elle était truc? C'était quoi ce délire-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est lugubre. C'est trop lugubre ce qui se passe dans ce couple-là. C'est trop lugubre. Elle est morte du jour au lendemain, la Cathy, là. Oui. Du jour au lendemain. On l'a pas vu. Elle est morte comme ça. Bref. Nous sommes en 2024. Comme disait mon père, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais ça a rien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.